La vieille femme noire, presque nonagénaire, entra dans le vaste hall de marbre de la Primero Banco Nacional et demanda simplement à consulter son solde. Jonathan Mitchell, président de la banque depuis 10 ans, lâcha un rire méprisant avant même de regarder la carte noire qu'elle lui tendait, persuadé qu'elle n'avait rien à faire dans cet établissement réservé à une clientèle aisée. Malgré le ton condescendant et les remarques humiliantes, Dorothy Washington resta droite, appuyée sur sa canne, avec une sérénité déconcertante. Lorsqu'il refusa même de vérifier sa carte, elle se contenta de lui rappeler calmement qu'elle n'avait jamais demandé son avis, seulement un contrôle de compte. Les clients observaient la scène, amusés, jusqu'à ce que Dorothy évoque des détails très précis sur le grand-père de Mitchell, pour qui elle avait travaillé dans les années 1950. Elle parla des longues journées de ménage, du mépris qu'elle avait enduré, et même d'une cicatrice que l'homme s'était faite en tentant de lui jeter un verre. Le hall se figea, les sourires disparurent lorsque chacun comprit que la vieille femme disait la vérité. Jonathan, déstabilisé, tenta de reprendre autorité en ordonnant aux agents de sécurité de l'expulser, mais plus il insistait, plus elle révélait une force intérieure forgée par une vie entière d'humiliation et de résilience. Dorothy, pourtant immobile, imposait un calme puissant, comme si elle savait que ce moment marquerait enfin la fin d'une injustice qu'elle portait depuis des décennies. Les personnes présentes dans la banque découvrirent rapidement que Dorothy n'était pas la vieille femme fragile que Jonathan pensait pouvoir intimider, mais une survivante aguerrie qui avait traversé des décennies de ségrégation et d'humiliation. Son regard perçant le fit reculer malgré lui. « Jeune Mitchell, voulez-vous vraiment appeler la police pour l'une de vos propres clientes ? Je suis certaine que les journaux apprécieraient ce genre d'histoire, lança-t-elle avec une froide assurance. C'est à ce moment que la porte d'entrée s'ouvrit, laissant apparaître un homme grand en costume sombre qui avançait avec l'autorité de quelqu'un qui connaissait parfaitement les lieux. Il s'agissait de Gerald Thompson, vice-président senior de la First National Bank, dont le visage figurait sur la dernière évaluation professionnelle de Jonathan. « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi des cris montaient jusqu'à mon bureau ?» demanda-t-il d'une voix calme mais tranchante. En un regard, il comprit la situation, la tension palpable et les agents encerclant une femme âgée. Jonathan tenta aussitôt de se justifier, affirmant que la cliente semblait confuse et utilisait des documents suspects. Gerald l'ignora complètement pour s'adresser à Dorothy. « Madame Washington, quel plaisir de vous revoir. J'espère que tout se passe bien. » Le silence tomba d'un coup. Jonathan, livide, comprit que l'homme le plus influent de la banque connaissait personnellement cette femme. Dorothy sourit pour la première fois, un sourire chargé d'ironie. Elle expliqua que Jonathan semblait persuadé qu'elle n'avait pas le profil des clients habituels. Le regard glacial de Gerald se posa alors sur Jonathan et l'ordre tomba, « Suivez-moi ». Tandis qu'il l'entraînait vers les ascenseurs, le hall observait en silence. Plusieurs clients, qui s'étaient permis des commentaires blessants quelques instants plus tôt, détournaient maintenant le regard. L'une d'elles, Madame Pemberton, osa demander si Dorothy connaissait réellement Monsieur Thompson. La vieille dame répondit avec calme qu'elle avait été son enseignante de mathématiques dans un lycée public et qu'il n'était alors qu'un garçon brillant à qui il fallait donner confiance. L'ascenseur monta dans un silence pesant avant que Gerald ne rappelle sèchement à Jonathan que Dorothy était bien plus qu'une cliente. Elle avait consacré 40 ans à l'éducation, soutenu des centaines d'enfants défavorisés et créé, après sa retraite, un fonds de bourse financé par ses propres économies. Lorsque Jonathan tenta de se défendre, Gerald lui répliqua qu'un vrai professionnel ne juge jamais les gens à leur apparence. Pendant que son supérieur passait des appels déterminants pour l'avenir de Jonathan, Dorothy s'installa dans le hall, accueillie cette fois avec respect. Jeannette, l'assistante chargée de vérifier son identité, revint avec une attitude complètement changée et lui proposa d'accéder à ses services dans un espace privé, ce que Dorothy refusa afin que tout soit transparent. Lorsque Jeannette consulta son tableau de bord, les chiffres la laissèrent quasiment sans voix. 847 000 $ sur le compte principal, 1 million sur le compte épargne-études, 3,8 millions en placement et plus de 12 millions dans un fonds de dotation. Le hall entier retint son souffle. C'est alors que Jonathan réapparut, le visage gris de honte. Gerald lui ordonna de présenter des excuses. Tremblant, Jonathan balbutia qu'il ne savait pas Dorothy, se levant lentement, lui demanda ce qu'il ignorait exactement, sa richesse, son statut ou le simple respect dû à chaque client, quel qu'il soit. Leçon qu'aucune personne présente ce jour-là n'oublierait.
Dorothy Washington, une femme âgée mais dotée d'une dignité inébranlable, rappela froidement à Jonathan, le directeur de la banque, que chaque être humain mérite le respect, quelle que soit son apparence. Alors qu'il tentait en vain de se justifier, elle révéla comment, durant 40 ans d'enseignement, elle avait économisé la majeure partie de son salaire en vivant modestement pour investir dans l'avenir, le sien, mais surtout celui de centaines d'enfants qu'elle avait aidés à poursuivre des études. Quand Gerald, un cadre de la banque, intervint, il confirma non seulement la fortune conséquente de Dorothy, mais aussi son rôle majeur dans leur programme de bourse, dont elle était la plus grande donatrice. Devant la foule qui filmait la scène, Dorothy montra calmement qu'elle avait enregistré toute leur conversation, preuve parfaite de la discrimination dont elle venait d'être victime. Le conseil d'administration fut alerté et Jonathan, suspendu immédiatement, réalisa trop tard qu'il venait de ruiner sa carrière par arrogance. Dorothy, elle, expliqua qu'elle avait bâti sa richesse non pour dominer, mais pour élever les autres, tandis que Jonathan avait utilisé son statut pour humilier. Même Catherine Pemberton, qui s'était moquée d'elle, présenta ses excuses, rappelées à l'ordre par la sagesse bienveillante de la vieille enseignante. Escorté hors des lieux par la sécurité, Jonathan subit l'humiliation qu'il avait voulu infliger. Dorothy retourna à ses affaires, financer de nouvelles bourses. Son influence transforma profondément la banque qui, 6 mois plus tard, avait triplé sa clientèle et affichait des bénéfices records grâce aux politiques inclusives qu'elle avait inspirées. Devenue membre du conseil d'administration, la première femme noire à occuper ce poste, elle poursuivait sa mission d'éducation, recevant régulièrement des lettres d'anciens boursiers dont la vie avait été changée par sa générosité. Pendant ce temps, Jonathan, discrédité par la vidéo devenue virale, travaillait désormais dans un magasin, confronté à ce que signifie être jugé sur son apparence. Catherine Pemberton, elle, était devenue une fervente contributrice du programme éducatif. Honorée par la ville pour son engagement social, Dorothy affirma que la vraie richesse se mesure à ce que l'on sème, non à ce que l'on possède. À 91 ans, elle continuait de rencontrer personnellement chaque nouveau bénéficiaire de bourse, convaincue que la dignité et la persévérance peuvent transformer l'injustice en changement durable. Jonathan avait tenté de la rabaisser, mais n'avait réussi qu'à précipiter sa propre chute, tandis que Dorothy démontrait que la plus grande victoire n'est pas la vengeance, mais l'accomplissement qui rend le mal impuissant. Si cette histoire vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos propres expériences, car parfois, la justice a simplement besoin que quelqu'un ose s'élever. Malgré son âge avancé, Dorothy Washington ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Pourtant, au fil des semaines, son histoire continua de circuler sur les réseaux sociaux, souvent partagée comme un symbole de dignité face à l'arrogance. Beaucoup voyaient en elle une leçon vivante, la force tranquille peut déstabiliser même les plus puissants. Un matin, alors qu'elle accueillait un jeune étudiant venu la remercier pour sa bourse, elle reçut une lettre portant le sceau officiel du ministère de l'Éducation. Intriguée, elle l'ouvrit avec prudence. Le message annonçait qu'elle était sélectionnée pour recevoir la médaille de l'impact national, une distinction réservée aux citoyens ayant changé durablement la vie de leur communauté. Elle resta silencieuse plusieurs minutes, les yeux brillants, se remémorant les années où, faute de moyens, elle corrigeait les copies à la lumière d'une vieille lampe et économisait chaque dollar pour ses futurs élèves. La nouvelle fit rapidement le tour de la ville. À la banque, les employés se réunirent autour d'elle pour la féliciter. Même les plus jeunes, qui ne l'avaient vue que le jour de l'incident, admiraient désormais son engagement. Gerald Thompson annonça d'ailleurs que la salle principale de la banque serait rebaptisée Hall Dorothy Washington en l'honneur de l'éducation et de la dignité humaine. Lorsque l'enseigne fut dévoilée, tout le monde applaudit. Dorothy, elle, sourit discrètement, comme toujours. Dans l'ombre, Jonathan observait la montée fulgurante de l'aura de Dorothy. Il n'était plus le directeur triomphant d'autrefois, son uniforme de magasinier, ses horaires instables et les regards de ses anciens clients lui rappelaient chaque jour les conséquences de son comportement. Pourtant, quelque chose changeait en lui. Après des semaines de remise en question, il écrivit une longue lettre, hésitant pendant des heures avant de trouver le courage de l'envoyer. Le message ne demandait rien, pas de réhabilitation, pas de seconde chance. Il exprimait simplement des excuses sincères, reconnaissant que ses préjugés l'avaient aveuglé. Dorothy lut la lettre un soir d'hiver, au coin de sa fenêtre.
Elle connaissait trop bien le poids du pardon et la difficulté de reconnaître ses erreurs. Le lendemain, elle lui répondit brièvement, « Tout le monde peut apprendre. La vraie transformation commence quand on cesse d'avoir peur du regard des autres. Continuez d'avancer. » Cette réponse bouleversa Jonathan plus que n'importe quelle sanction. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit le besoin de changer non pour sauver sa carrière, mais pour devenir quelqu'un de meilleur. Il s'inscrivit à des ateliers de sensibilisation et participa comme bénévole dans une petite école de quartier. Ironie du destin, nombreux étaient les enfants à qui il racontait désormais l'histoire de Dorothy, sans jamais dire qu'il en avait été l'antagoniste. Quelques mois plus tard, lors de la cérémonie officielle au ministère, Dorothy monta sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Elle n'avait préparé aucun discours. Pourtant, ces mots marquèrent profondément l'auditoire. Ce n'est pas l'argent qui change le monde, mais la façon dont on choisit de l'utiliser. Et ce n'est pas l'injustice qui nous définit, mais ce que nous décidons d'en faire. À ceux qui doutent, sachez que même la plus petite action de bonté peut transformer une vie. La salle entière se leva. Après la cérémonie, un journaliste lui demanda quel était son plus grand souhait désormais. Dorothy sourit doucement, la même sérénité qu'elle avait montrée dans le hall de la banque. Que ceux qui ont reçu une chance, en offrent une autre. C'est ainsi que naissent les vrais changements. Et ce jour-là, beaucoup comprirent que la véritable puissance de Dorothy ne résidait ni dans sa fortune ni dans sa notoriété, mais dans sa capacité à inspirer les autres à devenir meilleurs qu'hier. Quelques jours après la cérémonie nationale, Dorothy reçut un appel inattendu. Une jeune femme, la voix tremblante d'émotion, se présenta. « Madame Washington, je suis l'une de vos toutes premières élèves. Je m'appelle Liana Brox. » Dorothy se figea. Ce nom, elle ne l'avait plus entendu depuis plus de 30 ans. Liana était cette adolescente timide qui arrivait toujours en classe la tête baissée, luttant contre une situation familiale difficile. Dorothy s'était souvent demandé ce qu'elle était devenue. « Je travaille pour l'UNICEF maintenant, et j'aimerais vous voir, si vous en avez la force, » murmura Liana. Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain dans un petit café près du parc. Lorsque Liana entra, Dorothy la reconnut immédiatement. Ses yeux n'avaient pas changé, le même mélange de douceur et de feu intérieur. Liana s'assit, sans attendre, lui tendit une enveloppe. « Ceci m'a suivi toute ma vie. Vous me l'aviez écrit quand j'avais 14 ans. » Dorothy ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une vieille feuille jaunie où elle avait griffonné « Tu n'es pas défini par ce que tu vis, mais par ce que tu choisis de devenir. Continue d'apprendre, même quand personne ne te regarde. Je crois en toi. » Dorothy resta silencieuse. Liana essuya une larme avant de continuer. « Cette lettre, c'est elle qui m'a permis de tenir. Et c'est grâce à elle que j'ai choisi d'aider les enfants du monde entier. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. » Elle sortit cette fois un dossier bleu, parfaitement rangé. L'UNICEF prépare un programme pilote pour former des enseignants dans les zones rurales. J'ai pensé que votre expérience, votre vision serait un trésor. Ils veulent vous rencontrer pour diriger le comité pédagogique. Dorothy haussa légèrement les sourcils. À 91 ans, elle ne s'attendait certainement pas à ce qu'on lui propose une nouvelle mission nationale. Liana la regarda avec admiration. « On n'a pas besoin que vous couriez ou que vous voyagiez sans arrêt. On a juste besoin de votre esprit. Vos mots peuvent encore ouvrir des portes que beaucoup considèrent fermées. » Dorothy inspira profondément. Elle avait consacré sa vie à l'éducation. Chaque enfant soutenu, chaque bourse créée, chaque injustice transformée en opportunité, tout cela avait toujours servi un seul but, transmettre. « D'accord, » répondit-elle simplement. La nouvelle circula rapidement, Dorothy Washington, l'ancienne professeure devenue philanthrope respectée, allait désormais contribuer à un programme international. La ville tout entière vibrait de fierté. Un soir, alors qu'elle sortait d'une réunion préparatoire, elle croisa un homme hésitant près des escaliers. Jonathan. Il se tenait là, nerveux, sa casquette serrée entre les mains. « Je ne veux pas vous déranger ? Je venais juste déposer du matériel pour les ateliers. Je fais un peu de bénévolat maintenant, dit-il timidement. Dorothy l'observa un instant, puis lui adressa un signe de tête apaisant.
Il avait changé, la dureté de son regard avait disparu, remplacée par une humilité sincère. J'essaie de réparer ce que j'ai abîmé, admit-il. Elle posa une main légère sur son bras. Ce n'est pas le passé qui compte, Jonathan. C'est ce que vous décidez d'en faire. Il baissa les yeux, profondément touché. À cet instant, Dorothy comprit que sa mission dépassait l'incident de la banque. Elle n'avait pas seulement inspiré des jeunes, mais aussi ceux qui avaient perdu leur chemin. Son influence rayonnait bien au-delà des salles de classe, transformant des vies qu'elle n'aurait jamais imaginé toucher. De retour chez elle ce soir-là, elle contempla les lettres d'anciens élèves encadrées sur son mur. Une pensée lui traversa l'esprit, le monde ne change pas par les grandes victoires, mais par les petites transformations qui s'accumulent une à une. Dorothy ne le savait pas encore, mais ce qu'elle s'apprêtait à vivre allait dépasser tout ce qu'elle avait accompli jusque-là.